Eh bien, bonsoir à tous. À la question posée par notre thème annuel « Où va le monde ?», nous avons répondu pendant l'hiver « Le monde ne va pas à sa perte, mais le monde va à sa révélation ». Nous avons vu cela à travers les 3 derniers travaux d'Hercule. Et puis le mois dernier, nous avons accompagné Hercule dans son tout premier travail. Son premier travail en rapport avec le monde de la pensée, le monde des formes pensées. Nous accompagnons Hercule dans toute cette démarche, et c'est en même temps la description de la démarche de toute personne qui est en recherche spirituelle, en recherche de vérité, en recherche de progrès tout simplement. Et naturellement, la succession des travaux ne doit rien au hasard. Le premier travail par lequel tout le monde commence, quelle que soit la démarche que chacun fasse, la plupart des écoles ésotériques ou des écoles de développement, tout le monde commence de la même manière. Tout le monde commence par dire, le premier travail, c'est de dire, avant de vouloir se lancer dans le travail sur l'amour, découvrir l'amour, faire des formes de pensée positives, etc., etc., commençons simplement par développer ce qu'on appelle l'innocuité. Apprenons en tant qu'être humain à être totalement inoffensif. D'abord, ne pas nuire. C'est la première des choses qui est enseignée absolument partout. Quelquefois simplement par le silence. Ou bien tout simplement parce qu'on apprend à surveiller quelque peu nos pensées tellement destructrices comme nous l'avons vu la fois dernière. C'est pour ça qu'on avait évoqué, avec les chevaux mangeurs d'hommes, à quel point nos pensées, nos casques, comme on l'avait vu, sont aussi bien destructeurs pour nous-mêmes que pour la collectivité. Donc nous avons commencé par voir ça et se rendre compte que finalement, si on se pose la question « Où va le monde ?», la première question qui est posée par ce travail, c'est « Mais le monde va-t-il à la paix ou à la guerre ?» Et nous avons vu que nous avions le choix. Le choix, il se fait en nous-mêmes par ce travail sur le plan mental. Et nous avons le choix de faire la paix, de pratiquer la paix au quotidien et non pas de faire la guerre. Dans le deuxième travail, il s'agit également de quelque chose qui se présente très rapidement dès qu'on fait une recherche, c'est le problème du désir. Le désir est toujours présenté comme quelque chose qui a une certaine tendance à asservir l'humanité. Le désir, c'est une force d'attraction extrêmement puissante. Et cette force d'attraction, elle agit à peu près partout, depuis la sexualité jusqu'au désir très profond de devenir un sage ou un être de lumière, en passant par tous les attraits possibles de ce monde. Bref, le désir, il se niche à tous les niveaux, donc dans toutes les strates donc de notre société. Et c'est quelque chose avec lequel on est en prise tout le temps. Voilà pourquoi ce sont les 2 premiers aspects, les 2 premiers travaux auxquels on est toujours confronté quand on commence une recherche, c'est le côté destructeur de nos pensées, c'est le côté attachant, asservissant du problème de l'émotionnel et du désir. Et quand on se dit où en est l'humanité, c'est vrai que par rapport au problème des pensées, on se rend compte qu'il y a du boulot à faire pour arriver à choisir véritablement la paix. Et on pourrait se dire, dis donc, en ce qui concerne le désir, là encore, l'humanité, elle n'est pas très très bien partie, parce que les désirs sont en inflation terrible. C'est quelque chose qui est en train de se développer. Même si peut-être de notre côté, dans notre civilisation, il y a quand même une réflexion là-dessus. Ça se calme, même si ça ne l'apparaît pas, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce qui va se passer si la Chine, l'Inde, l'Afrique, beaucoup plus tard, développent un niveau de désir tel qu'on l'a eu il y a encore quelques temps, et on sait très bien que c'est impossible, parce que même du point de vue des ressources de la planète, on en manquerait si leur désir atteignait le même niveau que le nôtre. Donc il va falloir résoudre ce problème d'une manière urgente, et sinon le monde va effectivement à une catastrophe si on ne doit pas résoudre ce problème du désir. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement ce problème du désir, il est déjà sur la bonne voie, c'est ce que nous allons essayer de voir, et il se travaille par rapport à la lumière. On sait très bien que le désir, nous allons le voir aussi à travers le mythe d'Hercule, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut dominer, c'est pas quelque chose qu'on peut réussir à maîtriser, à discipliner. Il faut absolument se servir d'une autre méthode, et cette méthode, c'est la lumière. Comment? C'est ce que nous allons voir. Juste un petit mot pour commencer sur la lumière, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. La lumière, c'est la nature de l'univers tout entier. Tout est lumière. Pourquoi? Parce que fondamentalement, la lumière, c'est véritablement quelque chose qui est en rapport avec la présence de l'être avec un E majuscule. La lumière, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est toutes les consciences absolument gigantesques. Et donc à n'importe quel niveau de l'univers, tout est lumière parce que tout est âme, parce que tout est conscience. Ça, nous le savons.
Ce que nous savons quelquefois moins, c'est que la lumière est aussi présente absolument partout, y compris dans la matière dense. La matière la plus dense, la matière la plus petite, dans la particule, dans l'atome. Parce que finalement, il n'y a rien qui ne soit conscience. Vous allez dire, mais il y a une conscience de l'atome. Oui, absolument, il y a une conscience de l'atome, il y a une conscience des particules. Et cette lumière, naturellement, elle n'est pas au même niveau que l'âme, telle que nous pouvons la vivre. Mais l'âme est partout. Et donc la conscience est partout. Donc la lumière est partout. Même s'il s'agit naturellement, dans les aspects de la matière, d'une lumière latente, d'une lumière momentanément voilée. L'aspect forme ne lui permet pas pour l'instant de s'exprimer totalement. Comme pour nous d'ailleurs, nous allons le voir que nous aussi chez les humains, on a absolument tous les niveaux. Il y a des gens chez qui la lumière de l'âme, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'exprime pas tellement. Chez d'autres personnes, c'est une espèce d'expression lumineuse, fantastique. Tout ça va dépendre justement du niveau d'évolution. Donc la lumière, c'est le témoin de l'âme, le témoin de l'esprit. Rien, y compris la matière, n'échappe à l'âme. Rien n'échappe à la conscience, même si ce sont des degrés qui sont très difficiles à comprendre pour nous. Donc substance et lumière sont des termes synonymes, comme âme et lumière. Naturellement, entre les degrés supérieurs de lumière et les degrés de lumière latente, il y a une différence. Et on sait très bien que le travail de l'unité, c'est de réussir à tout élever. C'est à tout élever dans la lumière supérieure. Élever la lumière, la matière dans la lumière supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le travail de transformation qu'on cherche à faire, nous humains, quand on dit qu'on cherche à amener de l'amour, qu'on cherche à amener de la lumière, ça ne serait pas possible si la lumière était absente complètement de la matière. Ça serait impossible. Si la matière était simplement une matière inerte, dense, sans lumière latente, quelle action pourrions-nous avoir dessus? Strictement aucune. Ce qui est intéressant, c'est que de lumière à lumière, nous allons voir comment nous pouvons apprendre à révéler cette lumière latente et à la faire progressivement surgir. Le travail justement de la lumière de ceux qui sont dans cette conscience-là, c'est de pouvoir agir sur tout parce que la lumière est partout. Nous, notre défi en tant qu'êtres humains, c'est justement de pouvoir découvrir d'abord notre propre lumière supérieure, découvrir que nous sommes la lumière de l'âme, et en tant que telle, l'amener finalement donc absolument partout autour de nous et faire un travail de révélation, faire un travail donc qui cherche à faire surgir cette lumière progressivement en tout. Et d'ailleurs, c'est un travail qui n'est pas simplement celui de l'humain, tout le monde le fait, tous les règnes le font. Il faut vous dire que pour bien comprendre la lumière, évidemment ce n'est pas de la lumière visible, c'est simplement un aspect de la lumière. La lumière, c'est aussi une radiation, une radiance, un rayonnement, au sens scientifique du terme. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont lumière, où quelquefois on n'y penserait même pas. Par exemple, dans le règne minéral, le sommet du règne minéral, le minéral le plus avancé, c'est le radium, l'uranium, le plutonium. Ces minéraux qui ont réussi à ce que la lumière de leur âme irradie tellement à travers la forme qu'ils sont radioactifs. Toute radioactivité est une émanation de lumière. En ce qui concerne le règne végétal, cette réussite d'émanation de lumière à travers la forme se nomme le parfum et l'harmonie des couleurs. Autant de radiance, vous voyez, parfum, couleur, ce sont des radiances. Dans le règne animal, c'est l'intelligence. Et dans le règne humain, c'est la capacité d'être conscient de l'âme que nous sommes, s'exprimant à travers le mental. Plus tard, ce sera l'intuition pure, mais ça, ce sera une autre histoire. Et donc, on peut voir comment dans chaque règne, il y a tout un travail à réaliser, un rapport entre l'âme fondamentale, l'âme que nous sommes, et puis les limitations amenées par la forme, car nous sommes tous finalement des êtres très limités par la forme, qui elle est faite de matière, mais dont la lumière n'est pas encore révélée. Tout le travail consiste donc à l'action de l'une sur l'autre. Maintenant, allons un petit peu plus loin dans cette histoire de lumière et voir le rapport entre la lumière et le désir avec justement le travail d'Hercule. Le mois dernier, nous avons laissé Hercule en souffrance. Ça ne s'était pas très bien passé avec le premier travail, un premier travail qui lui semblait pourtant facile. Il avait passé la première porte vraiment avec allégresse, aller chercher simplement ses chevaux et les capturer. Du coup, son ami avait été tué par ses chevaux. Il réfléchit, quelles sont les causes de son échec. Il essaye vraiment d'en tirer les leçons et en même temps peut-être de surmonter sa souffrance, donc d'avoir perdu son ami. Il entend en lui qu'il est le temps maintenant de passer par la deuxième porte, d'aller faire le deuxième travail. Et il sait intérieurement qu'il va devoir quitter la Grèce pour aller en Crète, que c'est là que ça va se passer.
Il en parle à son instructeur, qui confirme, qui lui dit oui, oui, c'est bien là que tu dois aller. Tu dois aller en Crète. Il y a là-bas un taureau magnifique. Et ce taureau, il doit être ramené à Mycène, il doit être ramené donc dans la Grèce, dans le temple sacré. Parce que ce taureau, Minos, le roi de la Crète, veut absolument le sacrifier. Et ça n'a absolument pas lieu d'être. Donc ramène le taureau à Mycène. Hercule part donc pour la Crète et il voit très rapidement le taureau. Naturellement, il n'est pas question ni de le tuer, ni de faire trop usage de la force. Il sait très bien qu'il faut respecter donc ce taureau puisqu'il faut le ramener donc dans le temple sacré. Et donc il se dit la seule solution, c'est de l'attraper à la course. Et peut-être de s'y confronter, et puis peut-être de l'attraper par les cornes, d'attraper justement le taureau par les cornes, et puis de le maîtriser, peut-être de l'attacher, puis de le ramener de force. Ça, c'est ce qu'il imagine, habitué aux actes de force tels qu'il a pu pratiquer justement dans le premier travail. Le problème, c'est que ça ne se passe pas du tout comme ça. Le taureau ne se laisse absolument pas approcher. Dès que Hercule serait presque en mesure de lui sauter dessus ou de l'attacher, le taureau s'enfuit immédiatement. Et en plus, il est aidé, le taureau, par quelque chose dans lequel il se réfugie très rapidement. C'est le fameux labyrinthe construit par Dédale. Et naturellement, là, dans ce labyrinthe, il sème Hercule comme il veut. Hercule est perdu, il ne sait plus. Parfois, le taureau lui apparaît et il essaie de le poursuivre, puis le taureau disparaît, puis il réapparaît. Bref, le taureau d'ailleurs n'essaie pas du tout de se cacher définitivement d'Hercule. Il se montre régulièrement à lui, comme pour le défier, comme pour lui dire allez, attrape-moi si tu peux. Comment est-ce que tu vas m'attraper? Et il n'y a rien à faire. Hercule ne réussit absolument pas. Il ruse, il essaie de faire tout ce qu'il peut, rien n'y fait. Alors là, il a une première temps de réflexion. Il dit mais pourquoi ça ne marche pas? Et là, il réalise que finalement, le taureau doit sentir son désir de l'attraper. Et finalement, il se dit, mais le taureau, il me prend pour un prédateur. Il me prend pour quelqu'un qui veut l'attraper, peut-être pour le tuer, etc. Donc c'est normal qu'il s'enfuit. Il faut absolument que j'essaye de dialoguer avec lui. Alors à un moment donné, où il est en présence du taureau, il essaye de lui expliquer que s'il essaie de l'attraper, c'est pas du tout pour lui. Il n'est pas du tout un prédateur. Au contraire, il essaye de le sauver. Il se dit, tu te rends pas compte, taureau, que si Minos s'y met, c'est sûr qu'ils vont te sacrifier, ils vont te tuer. Donc moi, je suis là pour te sauver la vie, je ne suis pas là pour égoïstement profiter de toi. Fais-moi confiance et je te ramène justement en lieu sûr. Et il espère que le taureau entend son message, mais chaque fois qu'il essaie de s'approcher du taureau, à nouveau, ça ne marche pas. Le taureau continue de s'enfuir. Alors au bout d'un certain temps, voilà, il ne sait plus où il en est. Et un soir, épuisé, quand il sort du labyrinthe, il réfléchit et il est sur le point d'abandonner. Il se dit, mais c'est pas possible, j'y arrive pas, puis je vois pas du tout comment y parvenir. Pourtant, je lui ai expliqué très clairement, c'était pas du tout un désir. Et là, il se rend compte que, pas du tout un désir. Si, quand même, c'est vrai que j'ai pas envie du taureau pour moi, mais j'ai le désir de réussir ma mission. J'ai le désir de bien faire. J'ai le désir finalement de mener cette mission à bien. C'est quand même un désir. Et donc, si le taureau réagit à cette notion de désir, c'est normal que finalement, je ne puisse pas l'attraper. Mais comment réussir à attraper ce taureau sans désir? Là, il dit, je ne vois pas. Donc, il s'apprête à rentrer en disant, mais je vais annoncer mon échec, parce que là, je ne comprends pas. Et pourtant, ça doit être possible, puisqu'on m'a demandé de le faire. Mais comment l'attraper sans être dans le désir de l'attraper? Il médite là-dessus, il est sur son lâcher-prise. Il lâche complètement prise, il n'est plus du tout dans le désir. Et là, naturellement, comme tout le temps, le taureau se représente. Il est là. Il dit, voilà, mais je sais que, à nouveau, si je l'approche, il va partir. Il se passe quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué, qu'il n'avait jamais vu. En regardant au-dessus du taureau, au-dessus de la tête du taureau, il distingue une lumière. Cette lumière bouge avec le taureau, elle appartient donc bien au taureau. Et cette lumière, elle irradie. Et il s'aperçoit très vite qu'elle irradie aussi jusqu'à lui. Et en levant la tête, il s'aperçoit que lui-même a exactement la même lumière au-dessus de la tête. Il n'avait jamais remarqué qu'il était lui-même en rapport avec cette lumière. Et de ce curieux rapport de lumière, il éprouve un sentiment d'unité étrange qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il se sent proche du taureau. Et du coup, comme si la distance ne comptait pas,
il se rapproche effectivement, il marche vers le taureau, mais ne songeons pas du tout à profiter de la situation. Il a abandonné toute idée de vouloir attraper le taureau. Simplement, c'est un rapprochement de lumière à lumière. Qu'est-ce qui se passe entre ces lumières? Et en même temps, quand il voit tout autour, il se rend compte qu'il n'y a pas que deux lumières, celle du taureau et la sienne, mais que tout est lumière. Les arbres, les végétaux, les rochers, il s'aperçoit que finalement, il est au sein d'un ensemble de lumières dans laquelle les deux lumières, la sienne et celui du taureau, sont simplement deux éléments de ce réseau, de cet ensemble. Et fort de cette unité, il approche du taureau complètement intrigué, et ça y est, il est là, il est auprès du taureau, et le taureau ne se sauve pas. Et là, Hercule se dit, maintenant, ce serait peut-être bien qu'on aille en Grèce tous les deux. Mais comme il garde cette lumière, comme il n'a pas du tout de désir, et qu'il est en complicité de lumière avec le taureau, naturellement, le taureau se laisse parfaitement monter, il se met en route, et tous les deux, ils gagnent la Méditerranée, et ils vont traverser jusqu'à Mycène, ils vont traverser donc la Méditerranée, Hercule chevauchant sur le taureau. Fin de la première partie du travail. Donc nous faisons une petite pause à ce moment-là pour essayer déjà de voir qu'est-ce qu'il en est. Je vous rappelle que comme tous les travaux que nous avons vus avant, Hercule est naturellement tous les personnages. Donc là, pour l'instant, il est lui-même le disciple en recherche et il est le taureau. Je vous rappelle aussi que c'est fait pour que ça nous parle à nous et que nous aussi, nous sommes tous les personnages. Qu'est-ce que représente le taureau? Le taureau va représenter justement la force puissante du désir. Donc c'est Hercule confronté à son propre désir, à sa force de désir. Comment dompter le désir? Comment attraper cela? Pas évident. Surtout qu'on est confronté d'un seul coup à quelque chose qui est tout à fait paradoxal, c'est que j'ai le désir d'arrêter le désir. On comprend que ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que le désir? Le désir, ce n'est pas un défaut, même si c'est quelque chose qui semble nous plomber, nous, en tant qu'humanité. Mais ce n'est pas un défaut. C'est une force puissante. C'est une force d'évolution extraordinaire. C'est une force de progrès. Regardez par exemple, comme pour nous humains, ça nous paraît tellement évident parce qu'on est tellement habitué, mais on est toujours dans le désir d'être plus intelligent, d'être plus artiste, d'être plus sensible, d'être plus lumineux. On est toujours évidemment dans le désir d'avancer, de progresser. On va être de plus en plus évolué. On ne dit jamais qu'on désire être moins. On va dire, oui, ça va de soi. Non, pas forcément, ça ne va pas forcément de soi, si ce n'est que ce désir est quelque chose en nous, une force innée qui nous pousse sans qu'on s'en aperçoive et sans qu'on remette ça en question, toujours vers l'avant, toujours vers l'amélioration, toujours vers le plus. D'où ça vient, ce désir? Vous savez que nous sommes fondamentalement esprit, et même pour être plutôt dans la pratique, nous sommes fondamentalement âme, et que nous sommes âme bien avant notre première vie. Nous sommes un groupe d'âmes venues sur Terre pour y amener justement la lumière et l'amour. Et en tant qu'âme, nous avons totalement vécu dans l'unité. L'âme est totalement unité. Et nous-mêmes, quand nous nous remettons dans cette caractéristique d'âme, ou entre deux vies, lorsque nous retrouvons notre état d'âme, on est totalement dans l'unité. Quand nous descendons dans l'involution, dans toutes nos premières vies, nous allons descendre dans la forme, dans la matière, on descend profondément. On se recouvre progressivement de voiles. La lumière que nous sommes est voilée par le physique, par l'émotionnel, progressivement par le mental, par le moi. On est de plus en plus voilé. Mais il nous reste quand même si on a complètement perdu de vue l'âme, il nous reste une espèce de souvenir inconscient de l'âme, de l'unité. C'est comme s'il y avait l'unité. Et le désir, c'est en quelque sorte quelque chose qui est une nostalgie de l'unité perdue. Comme si quelque chose en nous disait, mais j'ai connu le un, j'ai connu l'unité. Et cette unité, nous allons la chercher, mais comme on ne sait plus où elle se trouve fondamentalement, nous allons la chercher dans le monde dans lequel nous sommes en train de descendre, nous allons la chercher dans le monde physique, dans le monde émotionnel, dans le monde mental. Nous allons chercher dans ces mondes concrets. C'est là qu'on va chercher l'unité. Il y a en nous ce souvenir d'âme parce qu'on est toujours âme. Et c'est comme si ça laissait une trace et qu'on se sent dans l'incomplétude totale. Et finalement, ce sentiment d'incomplétude a besoin d'être
d'être comblé, on a besoin d'une réponse. On sent qu'il nous manque toujours quelque chose, puisqu'on sait que quelque part, il y a l'unité. Mais du coup, comme on est dans le monde du matériel, eh bien, on va chercher par le désir à répondre à ce sentiment d'incomplétude, à cette nostalgie de l'unité. On va y répondre en cherchant à tout accumuler, à tout avoir. Et finalement, on se dit, mais c'est ça l'unité. Il faut qu'on ait tout en nous. C'est impossible d'avoir tout en nous. Surtout que c'est l'inverse qu'il faut réaliser. Il faut que ce soit nous qui allions en tout. Il faut que ce soit nous qui existions dans tout, et non pas ramener le tout à l'intérieur de nous. Mais ça, dans un premier temps, on ne le sait pas du tout. Et donc, on va finalement chercher à travailler à notre manière, à cette fonction unitaire, en cherchant donc à avoir vraiment le désir tel que nous le connaissons, comme si on avait toujours quelque chose qui nous insatisfaisait parce qu'il nous manque quelque chose, y compris du point de vue de la relation à l'autre. C'est comme si finalement nous étions deux aspects, l'âme et la personnalité, l'âme et le moi. Et l'âme, on l'a un peu oublié, le moi s'affirme. Mais là aussi, c'est comme s'il avait le souvenir d'un conjoint laissé quelque part, le souvenir d'un alter ego laissé quelque part. Et finalement, eh bien cette fonction-là, bipolaire, on va la rechercher aussi dans l'autre, par la sexualité, par le couple, par toutes les affinités, par toutes les relations. Comment rechercher l'autre ? Et donc, le désir aura une fonction extraordinaire par rapport à ça. Mais ça encore, c'est parce qu'on a oublié que l'autre, véritablement, il est à rechercher d'une autre manière. Mais dans un premier temps, tant qu'on descend jusque dans les mondes de la forme, on oublie complètement cet aspect-là. Il y a un vers de Lamartine qui décrit ça d'une manière extraordinaire. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Ça dit tout. Nous sommes effectivement des dieux tombés, mais on se souvient constamment des cieux. On a des vœux infinis, mais on est tellement borné, limité dans notre nature physique, émotionnelle, mentale. On se bat avec tout ça, avec toutes nos contradictions, mais à travers ça, on finit quand même par trouver quelle est la bonne voie de l'évolution. Pour pouvoir illustrer ça, on pourrait faire un petit dessin pour vous montrer là où commence le travail d'Hercule. Quand on arrive dans le bas de la courbe d'involution, avant de remonter en évolution, on pourrait dire que nos désirs sont extraordinairement variés et multiples. C'est comme un faisceau qui se développerait. On n'a pas que un désir pour une chose. Tout ce qui se présente est finalement une notion de désir. Et tout va dans le même sens. On cherche tous finalement le bonheur, la satisfaction, l'unité. Le bonheur, on l'imagine comme le moment où on n'a plus besoin de rien. Le moment où on a tout. Oui, mais on sait bien que ça nous échappe tout le temps puisqu'on ne peut pas avoir tout. Il y a des petits moments où on pense qu'on a tout, mais c'est très très fugace. Simplement, et c'est là que le travail d'Hercule commence, c'est quand on réalise que ce n'est pas forcément la bonne voie. C'est quand on commence à réaliser qu'il y a d'autres désirs. Il n'y a pas que le désir d'avoir des choses matérielles. Finalement, on commence à se confronter à des désirs un peu étranges. Le désir d'évoluer. Le désir de servir les autres, le désir d'aider l'humanité à avancer, le désir d'être un petit peu plus dans l'âme, le désir de connecter un peu plus la lumière, le désir d'aimer peut-être d'une autre manière. Bref, le désir d'évoluer d'une manière générale. On a toutes sortes de désirs comme ça. Et là, on s'aperçoit que c'est plus simplement des désirs matériels, c'est très immatériel. Mais ces désirs qu'on pourrait dire un petit peu supérieurs, ils vont se mélanger d'une manière très curieuse aux autres désirs qui continuent d'être là. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ceci, du point de vue du dessin, ça veut dire que on ne sait plus très bien où sont nos désirs entre ceux qui montent, ceux qui descendent, ceux qui cherchent comme ça par moment à descendre, puis non, c'est pas ça, il faut que je le réoriente, il faut absolument qu'il remonte. Ce désir-là, oh celui-là, je la baisse. Ah mais non, mais celui-là, il est important, donc il faut continuer. Bref, vous voyez naître le labyrinthe de l'île de Crète. Pourquoi est-ce que Hercule se trouve dans ce labyrinthe? Est-ce que le taureau le perd dans le labyrinthe? C'est parce que Hercule, là où il entame son deuxième travail, il n'en est pas au point où il est encore à fond dans le désir de la personnalité, d'avoir des choses sans penser à rien d'autre. Non, non, c'est quelqu'un qui cherche véritablement à évoluer. Mais, entre ces désirs personnels, ces désirs anciens et puis les désirs nouveaux, on a droit à ce grand labyrinthe.
Et c'est ce qui se passe pour chacun d'entre nous. Nous, quelque part, quand nous en sommes là aussi, hein, une grande partie du monde en est là. C'est qu'on sait très bien que finalement, désirer toujours comme ça nous attache à la matière, ça nous attache au monde des formes, et qu'il est nécessaire de passer à autre chose. Mais dans notre quotidien, c'est un véritable mélange entre justement les désirs d'évolution, les désirs spirituels, le désir de méditer, et puis les désirs anciens qui sont toujours là. Mais ça donne des journées absolument épouvantables. Je peux réussir à méditer le matin et être dans un moment d'amour, et 2 heures après, m'engueuler comme du poisson pourri avec quelqu'un. Alors tu parles, l'amour, les choses. Je peux être capable d'avoir des intentions générales, généreuses, et puis à d'autres moments, de dire non, mais j'ai peur qu'on me prenne. Je me dis, mais comment c'est possible? Mais comment je peux être aussi contradictoire? C'est le labyrinthe. À un moment donné, nous sommes pris dans ce labyrinthe des désirs. Parce qu'ils sont tous effectivement en même temps, ceux qui montent, ceux qui descendent, ceux qu'il faudrait aider. Voilà. Et on a du mal à s'y retrouver et ça nous donne un sentiment d'incohérence extraordinaire. Bon, comment on s'en sort? Comme on vient de le voir, c'est vraiment d'abord dans un lâcher-prise. Se rendre compte que c'est vraiment pas par la volonté, par la discipline, qu'on va venir à bout du désir. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Il y en a qui ont essayé, par exemple, beaucoup de mystiques, orientaux ou occidentaux, et qui ont essayé par la privation, par la discipline, pas de sexualité, par le jeûne, par des privations extraordinaires, le corps physique, rien du tout, donc d'essayer de réduire le désir à rien. Mais ça ressurgit toujours, ça ne sert strictement à rien. D'autant plus que le désir de priver ceci ou cela, le désir de maîtriser, c'est toujours un désir. Donc on ne s'en sort pas. Donc ça ne marche pas. C'est une autre méthodologie qui va être nécessaire. Et comme on vient de le voir, cette méthodologie, après le lâcher-prise justement de se dire on ne va pas y arriver comme ça, c'est l'ouverture à l'être que nous sommes. C'est pour ça qu'Hercule va découvrir comment approcher le taureau par la lumière, par le processus de la lumière. En fait, qu'est-ce qui se passe? Au début du travail, Hercule, il ne comprend pas très bien ce qu'il s'agit. Il sent vaguement que c'est un travail quand même sur le désir. Et c'est pour ça qu'au sein du labyrinthe, il sent que, bon, le taureau, il doit sentir son désir, c'est pour ça qu'il ne vient pas. Quand il sort du labyrinthe, il réalise que même s'il ne désire pas le taureau, il désire bien faire et que c'est toujours un désir. Donc il se rend bien compte qu'il faut lâcher quelque part un petit peu ça pour pouvoir rejoindre le taureau. Mais on pourrait se dire, mais alors, si le taureau symbolise le désir, si à un moment donné on lâche totalement le désir, qu'est-ce qui devient le taureau? Et c'est là où c'est magique. Et c'est ce que découvre Hercule. Et c'est ce que nous allons à découvrir. C'est que le taureau, c'est pas simplement un taureau, c'est le taureau sacré. Pourquoi taureau sacré? Pourquoi faut-il l'emmener à Mycène dans le temple? À noter que la Crète, c'est une île. Et que le processus du désir est toujours un processus isolant. C'est pour ça qu'on va le revoir tout à l'heure. C'est donc le moment où justement il ne peut pas faire ça sur la Grèce. Et donc il doit sortir de l'île pour ramener ça justement sur le continent. Mais quelle est la valeur secrète du taureau? Derrière ce désir, derrière cette force que nous utilisons chacun d'entre nous, il y a une force beaucoup plus grande, il y a une force beaucoup plus essentielle. Il y a quelque chose qu'on appelle le plan, la volonté divine, ce qui doit être, en termes de rayon, on appelle ça le rayon 1. En fait, le désir, c'est du rayon 1 déguisé. En fait, le désir, c'est véritablement la volonté, le plan global par rapport à la planète Terre, amenant l'humanité à réaliser le plan d'amour. Simplement, au départ, l'humanité ne peut absolument pas être réceptive à ce plan. Donc, on l'amène progressivement là où il doit être, grâce au désir. Le désir, c'est une forme que l'humanité peut parfaitement s'adapter à elle-même. Et à travers ça, elle évolue, elle progresse, jusqu'au moment où elle va découvrir que ça s'arrête. Le désir ne touche que soi-même. Le désir altruiste, ça n'existe pas. C'est toujours une force par rapport à l'individu. Et que si on veut évoluer, il faut découvrir la face cachée du désir, qui est la volonté d'ensemble, la volonté globale. Et voilà pourquoi il ne faut pas tuer le taureau. Parce que derrière le désir, il y a une force beaucoup plus importante et beaucoup plus fondamentale qui est justement la volonté. Et c'est ça que découvre Hercule. Hercule, il découvre finalement la transmutation du désir. Il découvre qu'une fois qu'il regarde les choses autrement, une fois qu'il s'ouvre à sa propre lumière et qu'il découvre la lumière de l'ensemble, la lumière du taureau, et qu'à ce moment-là, une unité se fait. Et qu'à ce moment-là, il découvre la face cachée
de ce taureau et que le voyage vers le temple est tout à fait possible. Et nous, c'est à ça que nous prépare ce travail, c'est de découvrir ce qu'est le désir en nous, comment nous nous situons par rapport à ça, quel travail nous faisons par rapport à cela, et surtout se rendre compte que tant qu'on ne fait pas un travail par rapport à la lumière, on aboutira à rien du tout. Alors, quel est ce travail par rapport à la lumière que fait Hercule, si on veut développer un petit peu sa proposition? Dans toutes les lumières possibles, il y a 3 plans sur lesquels l'humanité actuellement peut travailler la lumière et est réellement en train de travailler la lumière. Ces 3 champs fondamentaux de lumière, c'est d'abord le monde de l'âme. Nous sommes chacun le soi avec un S majuscule, nous sommes l'âme. Et ce point est avant tout lumière. Ce soi, c'est véritablement ce qui révèle, comme je vous le montrais tout à l'heure, dans tous les règnes de la nature, c'est ce qui révèle la présence de l'être. Là où il y a l'être, là où il y a la conscience, il y a une lumière. Le deuxième champ, c'est le champ du corps éthérique, du corps énergie. Non pas le nôtre, simplement, mais ce qu'il y a justement entre nous. C'est ce qui relie absolument tout ce qui existe, non seulement sur la planète Terre, mais entre les planètes et entre les systèmes solaires et entre les galaxies. C'est cette fameuse énergie sombre que recherchent les scientifiques. C'est le lien universel. C'est un champ de lumière fantastique. Et le troisième champ, qui relie le champ de l'âme et celui du corps éthérique, c'est le champ du mental. Le mental est un grand porteur de lumière. D'ailleurs, c'est souvent à propos du mental qu'on utilise des expressions comme il faut absolument faire toute la lumière sur ça, sur ce problème, sur cette affaire. Ah, mais oui, avec expliquer comme ça devient enfin lumineux. Donc le mental est un grand vecteur de lumière. Voilà donc quels sont les 3 aspects dans lesquels nous travaillons la lumière. Nous avançons par rapport à l'âme, par rapport au champ éthérique et par rapport donc au mental. Essayons de voir ça maintenant d'une manière plus psychologique. Comment est-ce que nous progressons à travers ces 3 aspects? Nous allons le faire à travers 4 regards différents. On va voir comment il va falloir qu'on apprenne à regarder en nous, au-delà de nous, en l'autre, au-delà de l'autre, entre nous, entre les faits, entre les êtres, et puis derrière. Voilà, on va essayer de développer un regard donc subtil dans toutes ces directions. Commençons par le premier. Développer la lumière en nous. La clé, c'est la psychologie. La psychologie est véritablement une science, et certainement la science d'avenir, qui va nous permettre, et qui permet déjà à l'humanité de se connaître de plus en plus. En effet, autrefois, on avançait sans se connaître. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs, beaucoup de mystiques ont fait de douloureuses expériences faute de se connaître. Faute de connaître tout ce qui nous trompe, tous nos voiles, la nature du mental, la nature de l'émotionnel, avec sa lumière tellement trompeuse que beaucoup de personnes ont pris pour des choses fantastiques ce qui n'était que de purs mirages. Et donc, faute de se connaître, faute de connaître nos voiles, il y a beaucoup de voies de recherche qui finissent en impasse. La psychologie, c'est vrai, a commencé d'une manière un peu thérapeutique. Et souvent, il y a encore beaucoup de gens pour lesquels c'est cette lumière-là, comme si la psychologie, c'était un peu pour ceux qui ne vont pas bien. Or, la psychologie, c'est véritablement la réponse à ce vieil adage. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et ça ne date pas d'hier. Se connaître soi-même, c'est effectivement la clé. Comment peut-on avancer si on ne se connaît pas soi-même? On pourrait dire, bah oui, mais en gros, je me connais. Ah oui, en gros. Mais ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, la psychologie s'est beaucoup différenciée. Il y a bien sûr encore des méthodes traditionnelles pour se connaître en psychologie, mais il y a de plus en plus de psychologie ésotérique. On peut se connaître par les rayons, on peut se connaître par l'astrologie, on peut se connaître par différentes approches. Et donc il y a plein de manières finalement d'apprendre à se connaître et à découvrir ce que nous sommes. Et surtout, à différencier la lumière fondamentale que nous sommes et les enveloppes qui la voilent plus ou moins. Et comment fonctionnent ces enveloppes? Et quels sont les pièges que tendent ces enveloppes pour essayer de percevoir la lumière que nous sommes essentiellement? Connais-toi toi-même. Ça commence comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière notre conception de la vie? Qu'est-ce qu'il y a derrière nos désirs, nos complexes? Qu'est-ce qu'il y a derrière nos insatisfactions? Il y a beaucoup de choses à découvrir. Quand on commence à faire le tri entre nos voiles et la lumière que nous sommes,
la lumière que nous sommes va nous apparaître de plus en plus évidente. À travers la méditation, on va découvrir donc ce contact avec l'âme, qui est d'abord ce contact avec la lumière. Pourquoi est-ce qu'on dit la lumière? Parce que quelquefois, on ne voit jamais lumière. Bien, plein de gens méditent, et ne voient ni lumière ni clarté. Non, effectivement, c'est pas forcément quelque chose de visible, de perceptible. C'est beaucoup plus une impression de clarté. Comme si quand on se met dans cette zone de conscience, quand on rejoint le soi que l'on est, c'est comme quelque chose, comme si tout devenait enfin clair, limpide, sans pour autant qu'on puisse définir quoi, hein, mais c'est voilà, ça donne ça. Rejoindre sa lumière, c'est comme si on faisait une expérience momentanée en dehors de nos limites, en dehors de nos corps, en dehors du temps, en dehors de l'espace. C'est quelque chose qui est étonnamment régénérant. C'est comme si on percevait d'un seul coup l'évidence de l'être. L'évidence de l'être. D'ailleurs, ce mot évidence est extrêmement important. Il accompagne toute expérience de lumière. Chaque fois qu'on fait une expérience de lumière à travers le mental, à travers différents regards comme nous allons les voir, dès qu'on fait une petite expérience de lumière, c'est comme si c'était évident. C'est ça. Naturellement, ce n'est pas la grande évidence définitive. D'autres expériences de lumière plus profondes nous amèneront à d'autres évidences encore plus profondes, ne remettant pas en question les premières, mais montrant simplement leurs limites. Mais c'est ça, ce sentiment que l'on est de toute évidence. On est cela. Et à partir du moment où on est dans cette lumière, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. On se sent tellement en unité avec soi-même, on se sent tellement dans l'être que nous sommes, qu'à partir de ce moment-là, toutes nos conceptions, toutes nos incomplétudes, toutes nos déceptions, nos désirs momentanément s'évanouissent. De quoi ai-je besoin? Je suis. Peut-être cette unité à travers laquelle je cours, quelque part, elle est là. Et on peut sentir combien finalement, quand on est ou quand on multiplie les moments de lumière, parce que souvent au début ça ne dure pas longtemps, quand on multiplie ces moments-là, ça change complètement notre façon d'être. Ça change notre regard sur la vie. On n'est plus dans l'impatience, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans la frustration, on n'est plus dans les complexes. Tous ces problèmes psychologiques inhérents à nos voiles, c'est comme si momentanément, ils étaient mis à distance. On sent que quelque chose d'autre existe. Naturellement, quand on va redescendre dans les voiles et qu'on va réendosser tous leurs problèmes, ça va nous paraître encore un peu plus lourd, un peu plus difficile. Mais on sait que quelque chose d'autre existe et c'est la motivation qui va nous faire continuer pour aller de plus en plus fréquemment dans cette lumière jusqu'à y demeurer. Voilà comment, grâce à ce nouveau regard, quelque chose déjà du désir va tendre à s'amoindrir. Le deuxième regard, c'est toujours un regard par rapport à l'âme, par rapport à la lumière de l'âme, c'est de regarder les autres. Vous savez qu'on regarde les autres comme on se regarde soi-même. On voit chez les autres ce qu'on est soi-même. Souvent même, on voit chez les autres ce qu'on ne veut pas voir chez soi-même. Et qu'on nie à voir, mais pourtant qu'on a, puisqu'on le voit chez les autres. Et naturellement, à chaque fois qu'on progresse dans notre compréhension de nous-mêmes, forcément, on progresse dans la compréhension des autres. Naturellement, chaque fois que nous progressons nous-mêmes aussi dans notre perception de l'âme, de la lumière, plus on voit la lumière chez les autres. Jusqu'à, justement, à certains moments donnés, voir très nettement cette lumière chez les autres. L'évidence de l'être qu'on percevait en nous, on la voit aussi chez l'autre. Et là encore, ça change tout. Ça change complètement la relation. C'est une nouvelle façon de se percevoir. Comment définir ça? C'est un peu comme si on était dans une espèce de fraternité de lumière. On est au-delà des rapports habituels. On pourrait dire qu'à ce moment-là, le fait d'être homme ou femme n'a plus aucune espèce d'importance. Ou le fait de relationner à un homme ou une femme n'a plus aucune espèce d'importance. On est au-delà de tout ça. On retrouve une relation qui est totalement différente. Une relation d'harmonie. C'est comme si d'un seul coup, on trouvait enfin l'harmonie qu'on a tellement cherchée pendant très longtemps. Cette harmonie avec l'autre, à travers la sexualité, à travers le couple, à travers l'amitié, cette difficulté d'harmonisation, d'un seul coup, c'est là. Évidemment, au départ, quand on cherche à le retraduire immédiatement dans le concret, ça ne marche pas forcément. Mais on sait que c'est là et que c'est possible. Et que là est la clé justement de la juste relation. Ça dépend comment on se regarde l'un à l'autre. Comment je te regarde et comment tu me regardes. Et comment on regarde tout le monde. Et comment on se regarde tous justement de ce point de vue. Ça change justement encore une fois notre approche au désir.
C'est intéressant de voir que le désir, c'est simplement la manifestation de la séparation. Il n'y a de désir que lorsqu'on est séparé, que lorsqu'on est coupé, que lorsqu'on n'a pas quelque chose, que lorsqu'on est éloigné. Quand on est ensemble, quand on est unifié, il n'y a pas de désir. Le désir, c'est simplement la manifestation de la séparation. Et nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à désirer être un. Mais c'est pas possible. C'est ça le malheur de l'humanité. C'est que plus on désire être un, moins on l'est. C'est quelque chose qui nous échappe, exactement comme Hercule. Plus il désire attraper le taureau et faire une unité avec le taureau, plus il s'échappe. Donc on ne peut pas arriver à faire un dans un couple par le désir. On ne peut pas faire un en tant qu'ensemble dans un groupe ou par l'humanité, par le désir, puisque le désir est l'expression même du fait qu'on est séparés. Le pouvoir d'attraction des aimants, on le sent quand ils sont à distance. Quand ils sont unifiés, on ne sent plus rien. Quand on découvre cette autre relation à l'autre, aux autres, quand on découvre que finalement le désir est la manifestation d'une séparation momentanée, il y a encore quelque chose d'autre qui nous fait progresser là par rapport au désir. On sait qu'il y a un autre regard. À partir du moment où je me regarde moi-même en tant que lumière, et que je commence à regarder l'autre et les autres en tant que lumière, il y a quelque chose qui se fait jour qui est complètement différent. Là encore, c'est vrai que cette notion de désir commence à disparaître au profit d'une relation beaucoup plus juste. C'est là que disparaissent finalement nos tendances à vouloir manipuler les autres, les utiliser. Disparaît toutes les notions de domination, soumission, les notions de comparaison, compétition, tout le paraître. Tout ça, c'est le résultat du désir et de la séparation et de vouloir séduire, de vouloir plaire, de vouloir être ensemble. Mais c'est pas comme ça. Et c'est magique parce qu'on s'aperçoit que d'un seul coup, il suffit d'être dans ce regard de lumière, de regarder l'autre au niveau de la lumière, et on est un. Alors on pourrait se dire, ah mais c'est génial ça. Donc pour séduire et pour avoir les personnes que je souhaite, je me mets dans la lumière, je regarde dans la lumière, puis je l'ai. Loupé. Certainement pas. Si Hercule s'était mis comme ça, c'est certainement que le taureau se serait à nouveau sauvé. C'est pas un truc. C'est à un moment donné se lâcher prise du désir pour faire place à une autre histoire qui est justement cette unité lumière que nous pouvons être ensemble. Là encore, ça nous change complètement. Troisième regard. Le troisième regard, c'est regarder entre les choses. Le secret de l'unité, c'est de regarder entre et non pas de regarder directement les sujets que nous voulons explorer. Nous, en conscience individuelle, comme on se considère très important, on considère aussi les autres très importants. Et donc on considère avant tout qu'il faut regarder des centres d'intérêt. Telle personne, tel arbre, tel animal. Voilà, ce sont des centres d'intérêt, on le voit bien, et on peut les explorer, on peut les admirer, on peut les étudier. Voilà, on regarde des choses. Et un autre état d'esprit, l'état d'esprit de lumière, nous dit non, regardez entre. Si vous voulez découvrir ce qu'est quelqu'un, regardez entre lui et les autres, et l'ensemble, et la globalité. Ça peut paraître un peu étrange cette histoire, regardez entre. Et pourtant, si vous avez déjà fait des expériences pour essayer de regarder le corps d'énergie de quelqu'un, vous savez très bien que si vous fixez la personne, ça disparaît complètement. C'est généralement quand vous regardez entre, quand vous regardez au-delà de la personne, il faut la regarder même à 2-3 mètres derrière elle et sur les côtés. Et quand vous lâchez prise et que vous ne voulez pas regarder, à ce moment-là, le corps éthérique vous apparaît. Et si vous apparaît que vous voulez immédiatement refocaliser sur la personne, ça disparaît. Donc le secret du regard éthérique, c'est regarder entre. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi cette histoire? Hercule, c'est ce qu'il découvre. Il découvre que quand il approche le taureau, non seulement il y a sa propre lumière, la lumière du taureau, mais que tout est lumière. Il découvre la lumière des plantes, des rochers, de tout ce qui l'entoure. Finalement, il découvre un réseau de lumière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir que dans cet univers où tout est lumière, ce qui existe avant tout, c'est vraiment un monde, un réseau, une interdépendance fondamentale de tout. Nous sommes dans un monde lumière qui interagit en permanence. On pourrait croire que, et souvent on considère que ce réseau émane des individus, émane justement des centres d'intérêt, que chacun émane ce réseau. Pas du tout, c'est exactement l'inverse. Ce qui existe avant tout, c'est le réseau de lumière, c'est le réseau d'énergie mondiale, universelle. Et finalement, ce réseau sans arrêt se croise, arrive à des carrefours. Et ce que nous appelons un être, c'est simplement un carrefour particulier. C'est simplement un carrefour d'énergie dans lequel momentanément certaines énergies se densifient et deviennent un arbre, un animal,
un individu. Et lorsque cet être meurt, c'est comme si ce carrefour momentané d'énergie se dénouait et ça recircule partout et à nouveau. Et le réseau demeure toujours. Il faut donc bien se rendre compte que cette façon de regarder autrement va véritablement nous amener aussi à sortir du désir parce que ça va nous décentrer. Quand on est le centre du monde et qu'on est complètement centré sur soi, on est forcément tout le temps dans le désir, puisque je me considère moi, et moi, je suis donc forcément séparé de tout le reste, donc il n'y a pas moyen. Quand on regarde qu'avant tout, on est réseau, c'est ce qui va développer ce qu'on appelle la conscience de cœur. C'est fait sans absolument aucun affect. Le cœur n'a aucun rapport avec l'affect. C'est simplement la capacité que l'on a de voir que tout est en interrelation. Mais encore une fois, ce n'est pas une interrelation entre des individus, c'est un réseau qui interagit sur lequel apparaissent des centres d'intérêt, des êtres vivants. La conscience de groupe, ce n'est pas imaginer une succession d'individus ou une addition d'individus qui interagissent, c'est avant tout imaginer un réseau sur lequel apparaissent des êtres. Et c'est la vie du réseau, c'est le plan du réseau. Ce que Hercule va découvrir justement à travers ça, c'est que c'est la valeur cachée du taureau. Une fois qu'on en a terminé avec le désir individuel et qu'on se rend compte que ça y est, maintenant il faut transmuter justement ce désir, on va s'apercevoir que la valeur cachée du taureau, c'est le désir par rapport à l'ensemble. C'est le but du réseau. C'est qu'est-ce que nous avons à faire, nos humanités, en tant qu'ensemble, en tant que globalité. C'est le désir, on pourrait l'appeler comme ça, le désir par rapport à l'ensemble de l'humanité, par rapport à l'ensemble des êtres vivants sur Terre, l'ensemble de toutes les planètes. C'est quoi le plan? C'est quoi le but? Qu'est-ce que nous avons à faire tous ensemble? C'est la valeur fondamentale du réseau et pas celle du tout de chaque individu. Et quand nous commençons à certains moments à se mettre dans ce réseau, et ça peut nous arriver comme Hercule, dans des moments où on est posé, où on se retrouve complètement en unité avec tout ce qui nous entoure, comme si on était un. Ce sont des moments où on est dans le regard entre, on n'est plus focalisé sur tel ou tel point, on est dans ce qui relie tout. C'est là la clé. Et dans ces moments-là, on ressent un immense partage. On partage cette énergie avec tous. Si vous êtes dans le partage, comment voulez-vous être dans le désir? Le bas. C'est ça que va révéler finalement cette vision entre. Voilà pourquoi il est tellement important d'apprendre à regarder entre les choses, parce que c'est là que se situe la valeur de groupe. C'est là que se situe la valeur de cœur. C'est là que nous nous décentrons enfin et que nous apprenons la valeur supérieure du désir. Enfin, troisième champ, le mental. Et quatrième regard, il faut apprendre à aller chercher derrière. Et là, l'humanité commence déjà à bien travailler là-dessus. De plus en plus, la curiosité s'éveille pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on mange? Comment ça a été fait? Comment ça a été produit? Ce délicieux morceau de viande, l'animal, il a été tué comment? Vu ce qui se passe dans les abattoirs en ce moment. Ce poisson, il a été pêché dans quelles conditions? Ce légume, il a été cultivé comment? Les raisins de ce délicieux vin, ils ont reçu combien de traitements? Ah non, mais là, tu peux y aller, c'est du bio. Ah oui, mais c'est du bio industriel ou ça a été cultivé avec amour? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce magnifique téléphone portable? Qui c'est qui l'a fabriqué? Où ça? Dans quelles conditions? Avec quel salaire? Qu'est-ce qu'il y a derrière les belles vitrines? Tous les produits que nous achetons continuellement. On commence de plus en plus à travailler là-dessus. Et il y a un collectif qui existe depuis 20 ans maintenant et qui travaille là-dessus avec un très très beau nom, c'est l'éthique de l'étiquette. Quelle est l'éthique sur l'étiquette? Qu'est-ce qu'il y a comme éthique derrière l'étiquette? Et on peut le faire par rapport à tout. Et puis, on peut le faire aussi naturellement, et on le fait de plus en plus, par rapport à ce que nous vivons plus profondément. Qu'est-ce qu'il y a derrière telle politique? Quelle est l'intention fondamentale de tel homme politique? Derrière telle économie, derrière telle décision, derrière telle banque, qu'est-ce qu'il y a derrière ces Panama Papers? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces comptes offshore? Qu'est-ce qu'il y a derrière les finances? Qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., etc. Donc on cherche de plus en plus maintenant à être curieux et on va de plus en plus vers un monde de transparence. Mais non pas qu'on appelle de nos voeux « Oh, vivement que ce monde soit transparent », non pas qu'on attende tranquillement que tout le monde le rende transparent, non, parce que justement il y a une démarche en nous qui dit « On veut savoir,
On veut voir ce qu'il y a au-delà. Naturellement, ce que je viens de vous décrire, c'est fait de plus en plus par beaucoup de personnes, des lanceurs d'alerte, des gens, des journalistes, des gens qui vont fouiller vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais souvent, le premier résultat de cela, c'est que ça va donner des gens tout à fait découragés, désespérés, écœurés, et qui vont vous dire, tu sais, moi depuis des années que je cherche et que je vois ce qu'il y a derrière, je peux te dire, tous pourris. C'est affreux. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne sais pas comment l'humanité va s'en sortir. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Quelquefois, quand tu vas chercher derrière telle belle association, oui, mais ces fonds, où est-ce qu'ils sont placés? Oh là, mais qu'est-ce que tu découvres? Quand tu vas chercher derrière telle personne qui a un charisme extraordinaire et qui a des très belles paroles, et comment il agit, lui? Donc, si tu vas fouiller dans les détails, tu découvres des choses. On dit, c'est pas possible, quoi. Ça va pas. Donc finalement, quand on va tout chercher derrière, on s'aperçoit que tout le monde est pourri et que finalement, on se demande s'il vaut mieux pas rester comme ça, parce que voilà, aller chercher derrière, c'est pas une bonne solution. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Plusieurs choses. La première chose, c'est que déjà, c'est faire fi de l'âge de conscience des gens. Vous vous souvenez de cette notion très importante qu'on a souvent vue, c'est que le rapport entre l'âme que nous sommes et la forme que nous sommes, suivant le nombre d'incarnations qu'on a, nous donne un certain âge de conscience. Et que tout le monde n'est pas au même niveau de conscience. Et puis surtout, il faut voir combien ce que je viens de vous décrire n'a rien à voir avec la lumière fondamentale. C'est déjà une lumière mentale, c'est déjà un effort, c'est déjà bien, mais c'est de la lumière qui reste complètement au niveau du mental concret. Derrière des formes, qu'est-ce qu'on trouve? D'autres formes. C'est déjà une bonne explication, mais c'est tout à fait insatisfaisant. Quand on fait cela, on s'aperçoit que finalement, on ne va pas du tout voir la lumière derrière. Quand on dit tous pourris, ah oui, ça veut dire que je ne vois que la chose qui font mal. Je ne vois absolument pas la lumière derrière ces soi-disant pourris. Alors là, quand je dis ça quelquefois à des gens qui sont complètement dans cette récrimination, on me dit « Oui, mais à ce moment-là, allons-y, nous sommes dans le royaume des bisounours. Alors, laissons faire tous ces gens-là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent tricher, planquer leur argent, ils peuvent nous tromper, ils peuvent polluer, ils peuvent faire tout ce qu'on veut, puisque tout le monde est quelque part une petite lumière, donc ne nous en faisons pas, ils vont progresser, un jour ils avanceront. » Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ne pas dénoncer. Il s'agit de voir les deux. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, oui, il y a des défauts, mais oui, aussi, ils sont une lumière. Et les choses vont progresser et nous pouvons agir parce qu'ils sont lumière. S'ils étaient totalement pourris sans lumière, on ne pourrait pas agir. Il n'y aurait aucune idée de progrès. Annie Marquier, qui fait un gros travail justement aussi par rapport au développement de la personne, dit cette phrase: dans notre monde, il n'y a ni bourreau, ni victime. Il n'y a que des gens momentanément coupés de leur âme et totalement ignorants des grandes lois fondamentales. Et nous? Nous, est-ce qu'on est indemne de ce genre de pourriture? Est-ce que nous, finalement, on est tout à fait cohérents? Par exemple, je vois tous ces gens qui s'offusquent par rapport à ces comptes offshore. Qui d'entre nous n'a jamais songé à essayer de cacher un sou au fisc? Qui d'entre nous n'a jamais essayé de planquer? Quand je dis essayer, même souvent l'a fait. Alors il y a des gens qui peuvent dire « Ah mais non, moi je ne peux pas, moi je suis salarié, donc je ne peux rien cacher. » Oui, mais si on t'en donnait la possibilité et que tu devrais payer beaucoup d'impôts sur la somme qu'on te donne, je ne dis pas que... je crois que j'essaierai. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens qui nous scandalisent, ce sont simplement des personnes qui ont exactement les mêmes défauts que nous, ou nous avons les mêmes défauts qu'eux, mais eux, ils le font à grande échelle. Et nous, on dit « Oh, les vilains !» Comme si nous, on était absolument indemnes. Nous, on ne triche pas, nous, on ne cache jamais des impôts. Nous, alors, tout est déclaré complètement. Mais on est tous pareils. On est tous dans l'incohérence. Et si on ne l'a jamais fait, l'intention nous guette en permanence. On est toujours dans la dualité. On est toujours dans la manipulation. On n'a jamais cherché à manipuler quelqu'un, manipuler les autres. On n'a jamais cherché justement à faire passer un avantage. On n'a jamais cherché à tricher, à faire sauter une contravention. Non, jamais. Toujours dans la légalité. Ben voyons. Alors d'accord, si on dit tous pourris, mettons-nous dedans. D'accord, nous sommes tous pourris. Mais en voie de résilience.
on y travaille. La lumière, progressivement, fait qu'on le sera de moins en moins. Mais vous voyez, c'est extrêmement important de voir que c'est simplement une question d'échelle et que c'est bien de jouer les vierges effarouchées par rapport à tout ce qui se passe, qui ne va pas dans ce monde, etc., en oubliant que si on se regarde bien, si on s'étudie bien, et j'en reviens à la psychologie et au regard nécessaire sur soi, on n'est pas mieux. C'est juste une question d'échelle. Alors, il faut aller évidemment beaucoup plus loin. Quand on veut regarder derrière les choses, il ne faut pas s'arrêter simplement à un autre mental concret, dire derrière ça, il y a ça, c'est du même niveau. Non, non, il faut remonter encore une fois au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a derrière les événements? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette vague de terrorisme? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet intégrisme musulman? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet intégrisme d'extrême droite qui touche le monde? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que vit l'humanité en ce moment? C'est ça qu'il faut aller chercher. Aller chercher derrière, c'est remonter au monde causal, au monde des causes fondamentales. Et tout vient du monde de la lumière. Tout problème est une déformation de lumière. Donc remontons de la déformation à la proposition initiale. Ça, c'est véritablement pouvoir aller voir derrière les choses, derrière les événements. Là, on n'en reste pas simplement à dénoncer un fait par rapport à un autre fait. Ça n'apporte pas grand-chose. Voilà quels sont les 4 regards sur les 3 plans. Comment on peut agir sur nous, par la psychologie, sur l'autre. Comment on peut réussir à se comprendre nous-mêmes, comprendre l'autre, relationner différemment, relationner avec tout, avec tous les autres règnes, en regardant entre, qu'est-ce qui se passe entre les choses. La richesse est véritablement là, comme quand on voit un paysage. C'est pas de voir une chose, c'est de voir l'interaction des couleurs, l'interaction des formes, l'interaction de tout ce qui existe. C'est ça qui compte, c'est ça qui donne sa valeur à l'ensemble. Et puis d'aller voir derrière les choses, mais de ne pas s'arrêter simplement à des faits, mais d'essayer de remonter, même si ce n'est pas facile, mais de chercher à remonter. Qu'est-ce qu'il y a derrière à l'origine? Chaque défaut, chaque problème n'étant qu'une déformation de lumière. C'est tout cela qui nous permet, c'est ce que fait Hercule, progressivement, lentement, d'avoir un tout autre rapport au désir. C'est vrai que quand on va chercher à chaque fois dans l'aspect lumière, dans l'interdépendance, dans la relation, dans le réseau, on n'est plus du tout dans cette forme de désir. On ne cherche plus à isoler une partie du réseau pour soi. On se rend compte à ce moment-là combien finalement le désir, c'est toujours quelque chose pour soi. On arrête donc de vouloir des choses pour le soi séparé. Et c'est là qu'on se rend compte de la transformation qui est possible. On se rend compte que la solution, et par rapport à là où en est le monde actuellement, tant que nous sommes des milliards à vouloir des choses pour nous tout seuls, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'on commence à vouloir des choses pour nous tous ensemble. Ce qui demande certes un certain sacrifice pour le petit moi individuel. Mais sinon, il n'y a pas de solution. Et c'est là qu'on voit combien ça demande un autre regard, un décentrage profond. C'est là qu'on peut s'apercevoir combien vouloir quelque chose, c'est simplement être dans l'égoïsme. Désirer quelqu'un, c'est pas le révéler, c'est l'asservir. Par contre, si je regarde la lumière en l'autre, c'est le révéler. Le désir nous a servi l'autre. Nous percevoir en tant que lumière, voir l'autre en tant que lumière, est au contraire tout à fait libérateur. Voilà comment Hercule a réussi par tout ce regard et comment il va nous inviter à voir la transmutation du taureau. Donc Hercule et le taureau sont en route, ils traversent la Méditerranée. Il faut savoir que l'eau symbolise toujours le plan astral, le plan émotionnel. Donc chevaucher sur l'eau, c'est dominer quelque part le plan émotionnel. Et là, il arrive donc en vue du temple sacré, où là l'attendent 3 cyclopes. Nous avons habituellement la version originale de toutes les mythologies. Ce sont des versions faites pour une humanité encore sur le plan du moi. Donc ce qui nous reste des cyclopes, ce sont des gens très peu recommandables, avec un seul œil ici donc au niveau du front, et qui sont franchement des géants qu'il faut mieux éviter. Les 3 cyclopes en question que rejoint Hercule sont au contraire des gens qui effectivement n'ont qu'un seul œil. Mais ce n'est pas le même. C'est l'œil supérieur, c'est l'œil en rapport avec l'âme. Ce sont donc des grands sages. Et donc il rejoint des personnages qui sont finalement les 3 aspects fondamentaux de l'âme. N'oublions pas que Hercule et tous les personnages, il est donc naturellement ces 3 cyclopes. Et les voyant arriver, les cyclopes font des commentaires et ils s'aperçoivent que Hercule arrive avec force, qu'il voyage dans la lumière et qu'il voyage rapidement au-dessus des eaux. Ils l'accueillent et le premier, qui s'appelle Brontès, lui dit « Qu'est-ce que tu nous amènes là ?» Hercule répond « Je vous amène le taureau sacré. »
Minos voulait le sacrifier, il n'a pas à être sacrifié, je vous le confie. Le deuxième s'appelle Stéropès. Il lui dit, mais comment te nommes-tu? Qui es-tu? Je m'appelle Hercule, et je suis fils d'humain et fils de Dieu. Et le troisième, qui s'appelle Argès, lui dit, mais qui t'a dit d'aller chercher le taureau? Hercule dit, mais je l'ai senti intérieurement, j'en ai parlé à mon instructeur qui a confirmé, et après c'est grâce à la lumière du taureau que j'ai pu être guidé et venir jusqu'à vous. Et là, ils emmènent le taureau, laissant Hercule, qui a encore une petite mission à faire, un petit compte-rendu que nous verrons tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est très intéressant par rapport à nous. En effet, je vous disais tout à l'heure que les trois cyclopes représentent les trois aspects fondamentaux de l'âme. On sait que l'âme que nous sommes, elle est rayon 1, c'est l'aspect 1, c'est-à-dire qu'elle est connaissance du plan. La connaissance du plan du réseau, elle l'a. Elle est en même temps donc lumière, elle est conscience parfaite. Et en même temps, elle est double. Elle est âme et elle est personnalité. Et puis, elle est parfaitement consciente de la manière dont il faut s'y prendre pour pouvoir amener la lumière partout. Et donc ce sont ces trois aspects en l'âme qui posent les trois questions à Hercule et qui nous les posent à nous. Qu'est-ce que ça donne à nous? Comment est-ce qu'on peut s'interroger justement par rapport à ce travail? La première question, qu'est-ce que tu amènes là? Hercule, en répondant, je vous amène le taureau sacré, qui n'a pas à être sacrifié, montre qu'il a parfaitement compris l'histoire du désir. Et pour nous, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on a compris de cette histoire du désir, de transmutation du désir? Qu'est-ce que nous, dans notre vie, on perçoit? Est-ce qu'on a entamé quelque chose par rapport au désir ou pas? C'est quelque où on fait avec? Ou est-ce qu'on se bat avec? Est-ce qu'on essaie d'attraper le taureau par les cornes? Est-ce qu'on fait quelque chose d'autre? Est-ce qu'on a compris que derrière le désir, il y avait une fonction globale, un désir global qui représentait justement l'aspect volonté divine? Deuxième question, comment te nommes-tu? Qui es-tu? Hercule signale qu'il est à la fois âme et personnalité, et qui c'est en tant qu'âme qu'il agit. Là, nous aussi, on pourrait dire, mais nous, qui sommes-nous? Quand on cherche à travailler avec le désir dans notre vie, nous le faisons en tant que qui? Qui parle? Qui fait le travail? Qui voit? Est-ce que nous le faisons parce que il faut le faire? Est-ce que nous le faisons en tant que personnalité? Est-ce que nous essayons quand on dit non mais là j'exagère, ça fait 3 fois que j'en reprends, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de désirer. D'accord, là c'est pas mon aspect lumière qui parle, c'est ma personnalité. Donc c'est la question qui nous est posée. Qui fait le travail en nous? C'est une question, vous voyez, auquel on pourrait répondre, oui, qui je suis âme, personnalité, mais c'est une question à laquelle il faut se répondre profondément. Quand j'agis comme ça au quotidien, en tant que quoi? Qui suis-je? Quel est celui qui parle? Quel est celui qui agit? Et enfin, la troisième question, qui t'a demandé de faire ça? Parce que nous pouvons très bien faire ce travail, parce qu'on a lu dans des livres ésotériques qu'il fallait le faire. Parce qu'on a lu qu'effectivement, la moindre des choses, c'était de lutter contre le désir, parce que le désir, c'était l'asservissement. On peut le faire par discipline personnelle, on peut le faire par obéissance, on peut le faire tout simplement pour toutes sortes de raisons. Parce qu'on admire quelqu'un qui fait ça, puis qui nous a dit de le faire. Est-ce que je le fais parce que je le sens? Quelle est la part de moi qui sent cela nécessaire? Quelle est la part de moi qui d'un seul coup se dit, mais je sens que ce travail sur le désir, cette transmutation du désir, c'est vraiment quelque chose d'indispensable par rapport à la vie. Est-ce que j'en sens le côté libérateur ou pas? Voilà les trois questions sur lesquelles nous pouvons réfléchir ce mois-ci à travers ce tour. C'est nous poser la question sur ce que nous comprenons du travail sur le désir, sa transmutation dans quelque chose de global, de percevoir en nous, en remontant la lumière que nous sommes, est-ce que nous avons le regard nécessaire? Est-ce que nous sommes suffisamment lumière pour faire ce travail? Sinon, ça ne marche pas. Et troisièmement, est-ce que nous sentons véritablement combien il faut le faire? D'où vient la motivation? Est-ce qu'elle est présente en nous? Est-ce que nous sentons combien il y a une responsabilité à venir? Voilà le travail sur les trois cyclopes. Alors Hercule rejoint son instructeur, un peu plus loin sur la plage, et qui lui dit, alors Hercule et le taureau, tu arrives les mains vides? Hercule lui dit, oui, j'arrive les mains vides parce que j'ai rempli ma mission. C'est évident. S'il avait gardé le taureau pour lui, pour le ramener à son instructeur, il n'aurait vraiment rien compris. Donc c'est effectivement là qu'on découvre cette parole très intéressante. C'est que par l'oubli de moi-même, je recueille tout ce dont j'ai besoin pour venir en aide à mes semblables.
À partir du moment où je m'oublie complètement, je recueille tout ce qui est nécessaire pour venir en aide à mes semblables. L'inverse, c'est en ne m'oubliant pas, je recueille tout ce dont j'ai besoin. Point. C'est véritablement ce qu'a compris Hercule. C'est pour ça que son instructeur lui dit, c'est très bien, tu étais véritablement dans la lumière. Et tu as compris cette phrase occulte, qui est la phrase clé du signe du taureau sur laquelle on peut méditer justement donc sur cette énergie, et qui est « je vois ». Et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Ça veut dire que je vois en tant qu'âme, quand je suis dans cette lumière, quand j'ai justement ces 4 regards, et que je suis totalement dans cette lumière, que je vois en moi, en l'autre, entre, derrière, eh bien je vois. Et quand cet œil est ouvert, tout est absolument illuminé. Et son instructeur lui dit, tu as compris cela, mais ne crois pas que le travail est fait d'une manière définitive. Tu as saisi ça, tu n'en es qu'au 2e travail. Et tu devras t'y reconfronter bien souvent. Comme nous tous, souvent, nous avons fait ce travail. Nous avons perçu ces lumières en nous. Nous avons compris que tous étaient ensemble. On a vu ce qui se passait au niveau du désir. Et puis régulièrement, on replonge dans le quotidien et on oublie tout. On retourne régulièrement dans notre propre labyrinthe avec tous nos mélanges, etc. Puis on s'en sort. On dit, mais oui, je suis lumière. Et puis on redescend. On sait très bien qu'il faudra du temps et des vies pour qu'on s'en sorte définitivement. Mais que progressivement, plus on est dans la lumière et plus on voit la lumière. Et c'est ce que lui dit son instructeur. Entre de plus en plus dans la lumière, et dans la lumière, tu verras la lumière. Et quand nous tous, nous voyons la lumière, ce que nous avons à faire, c'est ce que je vous disais au début, c'est simplement à être cela de manière à pouvoir révéler de plus en plus la lumière autour de nous. Chaque fois que nous sommes lumière, dans toutes nos relations, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous touchons, nous contribuons à révéler la lumière, sans rien faire d'autre. Chaque fois que nous sommes dans le désir de faire évoluer les autres, le désir d'aider, le désir de leur donner un coup de main, le désir de leur dire des choses, etc., on ne fait rien évoluer du tout. Ne soyons pas dans le désir d'aider, soyons simplement dans la lumière qui révèle. Et c'est ce qui va nous être proposé dans une dizaine de jours, de ce qu'on appelle la grande fête annuelle, qu'on appelle la fête du Vésac, qui se passe au moment de la pleine lune justement du Taureau, et qui est un moment de méditation tout à fait fondamental, je ne vous rentrerai pas dans les détails, dans lequel plein de plans de conscience sont en jeu. Les plans de conscience les plus élevés au niveau de la planète, les maîtres de sagesse, bref, tout le monde est en jeu à ce moment-là, parce que c'est le moment où un maximum de lumière venant des constellations et venant du Soleil est amené par rapport à la Terre. Cette lumière, si nous voulons qu'elle profite à l'ensemble, il faut que nous soyons un maximum de méditants. C'est une méditation très simple. Il s'agit simplement de se mettre dans sa propre lumière, de connecter la lumière de tous, parce que pris individuellement, ça n'a aucun sens, on est dans le désir. Donc c'est tous ensemble, et tous ensemble, on agit comme une espèce de gigantesque antenne collective, percevant cette lumière et la laissant simplement passer à travers nous. Cette année, il faudra se lever tôt, parce que c'est le 22 avril à 7h23. Donc si vous voulez participer à ce mouvement mondial, il faut s'arranger pour à 7h du matin entrer en méditation entre 7h et 7h30. Voilà. Et c'est simplement ça, rejoindre notre propre lumière et la laisser passer donc à travers nous, sans vouloir faire autre chose et quoi que ce soit. Ben, je vous propose dès maintenant de méditer là-dessus. Nous commençons par respirer en imaginant que nous le faisons au niveau frontal. C'est ce qui nous centre sur notre personnalité, point de départ de toute méditation. C'est là que nous pouvons lâcher prise de tous nos désirs de bien faire, y compris notre désir de bien faire la méditation.
Puis nous cherchons à rejoindre ce point de lumière au-dessus de notre tête, ce point de clarté. Nous ne cherchons pas à le percevoir comme un point de lumière, mais comme un point psychologique différent. Nous cherchons à rejoindre l'être fondamental que nous sommes. La lumière, c'est ce que nous ressentons lorsque nous devenons cet être. Cela crée comme une radiance à l'intérieur de nous. Cette lumière, elle est partout entre nous. Et nous pouvons commencer par percevoir ce qui existe entre nous, ce réseau de lumière qui relie toutes les lumières que nous sommes chacun. Percevoir le réseau et non pas l'addition des individus, c'est entrer dans l'amour, dans le cœur. Puis nous pouvons étendre notre attention au réseau de tous les méditants. C'est une certaine densification de lumière particulière au sein du réseau global de tout ce qui vit sur Terre. Tout est lumière. C'est en s'alignant de cette manière qu'on peut le mieux participer à la grande méditation du 22 avril. Ce soir, nous allons plus méditer par rapport à ce que nous venons de voir en nous posant les 3 questions des 3 cyclopes. Où est-ce que nous en sommes dans ce processus de transmutation du désir dans notre vie ? Est-ce que nous cohabitons simplement avec le désir en cherchant à ce qu'il ne prenne pas trop d'importance ? Ou est-ce que nous percevons notre responsabilité de transmutation en tant qu'apport à l'ensemble ? Puis la deuxième question, c'est qui est-ce que nous sommes ? Qui nous sentons-nous être fondamentalement ?
Est-ce que nous pensons à utiliser la lumière dans les 4 directions que nous venons de voir pour transmuter le désir? Et enfin, nous pouvons nous interroger sur notre motivation. Qu'est-ce qui nous incite à faire ce travail en nous? Ou à ne pas le faire? Est-ce que nous percevons qu'en nous libérant nous-mêmes, nous contribuons à libérer le monde? Puis nous prenons un temps pour laisser passer, en tant que groupe, toute la lumière que nous avons pu générer depuis tout à l'heure. Toute la lumière que nous avons contactée, tous ensemble, c'est comme si nous la laissions passer à travers le groupe à destination du réseau. Vous le faites simplement en insistant sur l'expire. Et toujours en se reliant à l'ensemble. Et enfin, nous prenons quelques instants pour intégrer jusqu'au cerveau ce que nous venons de vivre. Ça peut être simplement par un mot, une phrase. Bien. Vous revenez bien au niveau frontal et vous expirez profondément.